Alors on va développer cette thématique autour de 3 thèmes, mais on y reviendra tout de suite après l'introduction avec Denis Jacquet. On parlera bien sûr de consommer autrement, financer et conseiller autrement, et puis on terminera par former et travailler autrement. Exactement. Et aujourd'hui, on ubérise tout. Et j'ai la chance de pouvoir parler de nombreuses startups dans le cadre de mon activité professionnelle. Et à chaque fois qu'une nouvelle startup arrive, elle me dit mais nous, on est le Uber de la beauté, on est le Uber de la pharmacie, on est le Uber de la boulangerie. Et on a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Vous avez publié un ouvrage qui s'appelle Ubérisation, un ennemi qui vous veut du bien. Donc, aux éditions Duno, n'hésitez pas à aller l'acheter et après le faire dédicacer par Denis Jacquet. On va vous demander effectivement votre avis. Parce que vous dites un ennemi, donc un ennemi, on se dit tiens, un ennemi, forcément, ça a des côtés très négatifs, mais qui nous veut du bien. Donc on est assez impatient d'entendre ce que vous avez à nous dire. Je vous propose d'aller au milieu de la scène, j'y vais, de capter l'attention de tout le public, de leur donner envie de s'asseoir et de vous regarder tout au long de cette conférence. Bien, vous m'entendez bien là, ça va ? On ne se rend pas compte d'ici. Très bien, écoutez, on va prendre 10 petites minutes, très rapides, puisque le timing a été extraordinairement bien maîtrisé jusqu'ici, donc je vais essayer de ne pas faire déraper les choses. Bon, c'est toujours très compliqué de faire confiance à quelqu'un qui porte un pantalon jaune, mais en même temps, effectivement, c'est une vieille technique qui permet effectivement de mettre une barrière entre la forme et le fond. Et si finalement on sait oublier cette barrière de la forme, qui est aussi une des parties des dictatures du digital, l'instant, la forme, le positionnement, et qu'on sait aller chercher un petit peu le fond, on peut effectivement transformer très rapidement toute une société, parce que si on s'attache moins à la forme, on discrimine moins, on s'attache plus à ce qu'il y a derrière la personne que ce qu'on voit devant, et donc c'est une méthodologie qui est la mienne, donc j'ai des pantalons de toutes les couleurs. Si je reviens l'année prochaine, je vous ferai voir les autres. On parle d'oser aujourd'hui. Oser le digital, c'est oser se poser un certain nombre de questions. Les premières questions à se poser, c'est de se dire qui aujourd'hui est capable véritablement de s'emparer de cette terminologie, de voir où elle nous mène, où ces technos, ce digital, cette automatisation, ces intelligences artificielles vont emmener notre monde. Et finalement, on s'aperçoit que tous ceux qui nous entourent, qui nous gouvernent, souvent les institutionnels, sont relativement perdus par rapport à cette problématique. Ils n'osent pas l'affronter, et pour vous qui avez peut-être lu cet ouvrage mythique de l'art de la guerre, à un moment donné, il y a un passage qui dit « Ne livre pas les combats que tu sais perdus d'avance ». Et je pense qu'une partie de ceux qui nous gouvernent, un peu partout dans le monde, ont compris que c'était pour eux un combat perdu d'avance, et pour nous, c'est une opportunité fantastique. Pour vous, pour moi, ce qu'on appelle cette fameuse société civile, dont je ne sais pas exactement si elle existe, mais en tout cas pour les citoyens, c'est un levier extraordinaire pour changer le monde. Mais pour le changer nous-mêmes, de façon responsable, autonome, volontariste, et de dire, grâce à l'outil digital, je peux transformer le monde. Et finalement, vous savez, avec là aussi, vous êtes allé en cours de maths, on disait, donnez-moi un levier, je soulèverai le monde. Nous avons tout à coup entre nos mains un levier extraordinaire qui s'appelle le digital, dont nous pouvons nous servir effectivement pour améliorer notre monde ou le faire sombrer un peu plus. D'où l'intérêt de ce titre qu'on a choisi, un ennemi qui vous veut du bien, c'est-à-dire que toute innovation, tout bouleversement, toute révolution, comme on l'appelle, contient en elle-même à la fois le meilleur des rêves et le pire des cauchemars. La frontière entre les deux, c'est la décision. La vôtre, la mienne, c'est-à-dire cette capacité à utiliser ces outils pour choisir le meilleur ou pour subir le pire. 3 ou 4 mots, parce que je vais essayer de garder cette trame du mot « oser » qui était un petit peu la trame et le fil rouge de cette conférence aujourd'hui. La première chose que j'aimerais que vous compreniez, c'est que sur les travaux qu'on a fait avec l'Observatoire de l'ubérisation depuis une année, la conclusion à laquelle on a abouti, qui paraît peut-être stupide, naïve, candide aujourd'hui, c'est est-ce que nous sommes capables de traduire en hommes et en femmes, la totalité de ces technologies? Est-ce que nous sommes capables de dire qu'à chaque fois que nous allons apporter un bouleversement, de l'intelligence artificielle, de la robotisation, de l'ubérisation, est-ce que ça sera mieux pour l'humanité ou moins bien? Et surtout, est-ce que ça sera mieux pour les hommes et pour les femmes? Regardez les études. L'OCDE dit 11%, le MIT dit 47%. Dans moins de 10 ans, 47% des jobs que vous connaissez sur cette terre pourraient disparaître. 3,5 millions d'emplois dans les 5 prochaines années en France. Est-ce que nous sommes capables de traduire toutes ces technologies
pour recréer ces emplois, les transformer parce qu'ils vont être perdus. Donc à chaque fois que nous faisons quelque chose, à chaque fois que nous embarquons une nouvelle technologie, la seule question qui mérite d'être posée, c'est de la traduire en hommes, en femmes, en impact pour tous ceux qui nous entourent, vos familles, vos proches, la société tout entière, les pays, qu'ils soient en voie de développement ou les plus proches. Et ça, c'est le phénomène vraisemblablement le plus important. Et pour moi qui suis entrepreneur, la responsabilité des entreprises, à un moment donné, c'est utiliser tous ces outils qui dopent la productivité. Il ne faut pas oublier que derrière le mot productivité, il y a aussi moins d'impact humain, donc moins d'emplois. Donc, n'oubliez jamais une chose si vous êtes responsable d'entreprise, si vous appauvrissez les nations, à un moment donné, vos entreprises s'appauvriront également. Donc notre rôle aussi en tant qu'entrepreneur, c'est bien évidemment de faire en sorte que nos boîtes marchent, mais pas au détriment de l'emploi. L'emploi, c'est la clé d'une société prospère et c'est ça qu'on doit absolument accompagner. Deuxième chose, c'est de contester et d'oser contester aussi, parce que ça ne se fait pas, c'est pas politiquement correct, les vertus du changement. Pourquoi est-ce que le changement, ça serait toujours bien ? Regardez, vous et moi, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, on aura vieilli, on aura perdu des neurones, de l'aptitude physique, de la capacité de concentration, de la capacité de travail. Le changement, c'est pas bien. Ça peut être très mauvais, un changement. Donc un changement qui est bon, c'est un changement qui est mieux. Le changement en lui-même n'a strictement aucun intérêt. Un changement est bon s'il apporte quelque chose de plus à l'humanité. Donc là aussi, on doit oser poser la question de qu'est-ce que le digital apporte de positif et il faut surtout s'en emparer, et qu'est-ce qu'il peut détruire potentiellement et il faut surtout s'en séparer. Troisième question, qui est toujours très désagréable à poser quand on parle avec les entreprises, c'est même oser contester le digital. Alors c'est un peu paradoxal dans un salon comme celui-là, où tous les salons sur l'innovation, la révolution, les technos, de contester le digital. Regardez, vous dans la salle, moi le matin, le soir avant de se coucher, pratiquement notre premier et dernier réflexe, c'est allumer son portable, promener son index dessus, s'en servir, consommer des services. Qui contesterait le digital ? Et moi, j'ai envie de vous poser une question, et de la poser souvent aux entreprises, mais pourquoi faites-vous du digital ? Vous rencontrez des gens qui ont fait des grandes études, des grandes écoles, qui sont cortiqués, comme on dit, qui ont un quotient intellectuel élevé, et la réponse qu'ils vous font, c'est quoi ? Ben, j'ai pas le choix, mes concurrents le font, si je le fais pas, je vais disparaître. C'est-à-dire que la réponse, c'est parce que, au lieu d'être pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais du digital ? Qu'est-ce que ça va apporter de plus à ma boîte, à mes services, à mon environnement, à la société tout entière ? Personne n'ose poser cette question. En fait, c'est la seule qui vaille. Pourquoi ? Vous savez, cette question que tous les gamins posent à 4, 5, 6 ans et on leur dit « mais arrête de me poser cette question, pourquoi ?» On doit retrouver cet esprit d'enfant et se poser la question de pourquoi. Et finalement, on a mis quoi ? Les premiers hominidés, ils ont 2 millions et demi d'années. On a une capacité cérébrale qui est passée de 500 cm3 à 1500. Et on aurait donc aujourd'hui, parce qu'on a un gros index sur le smartphone, on n'aurait plus de cerveau. Remettons du cerveau sur l'index. En conclusion, je vous dirais un petit peu le fruit de cette année de travail avec l'Observatoire et vous dire qu'en gros, selon nous, il y a 3 mots importants qui justifieraient effectivement, comme le disait Laura très bien, tout ça, de savoir si c'est un ennemi ou si ça nous veut du bien. Premier principe, c'est l'inclusion et la réinclusion. Le digital sera un truc extraordinaire s'il sert à inclure ou réinclure le plus grand nombre. 3 populations que vous pouvez prendre en exemple, les jeunes, qui aujourd'hui sont pour les basses qualifications en chômage absolu dans tous les pays du monde, mais aussi dans les pays en voie de développement, sauf que là on parle de milliards d'individus. Il faut que ce digital soit un levier fantastique pour inclure par le travail, par l'activité, pas forcément sous la forme qu'on connaît, mais sous d'autres formes, ces millions d'individus, ces milliards d'individus sur Terre. Deuxième population, les seniors. 70% d'augmentation du chômage des seniors les 4 dernières années en France. C'est un cataclysme, les seniors. Or, dans tous les pays occidentaux, tous nos pays occidentaux auront plus de 60 ans de moyenne d'âge en 2030. On ne pourra pas construire une société pérenne si nous n'arrivons pas, grâce au digital, à réinclure par l'activité les plus de 55 ans. Plus d'un tiers de la population, et elle ne pourra pas rester aux portes de la société. Donc l'impact du digital, c'est l'impact de la réinclusion et celle aussi des minorités. Cherchez les femmes aujourd'hui dans le pouvoir, dans les élections, dans les grands conseils d'administration. Les femmes font partie des exclus et aujourd'hui le digital, où elles performent de façon exceptionnelle,
doit être l'occasion pour les femmes de prendre le pouvoir. Deuxième terme, le partage de la valeur. Je vous donne un petit chiffre qui peut vous faire froid dans le dos si vous ne le connaissez pas déjà. Avant la crise de 2008, à peu près 2% de la planète possédait environ 45 trilliards de dollars de richesse. Après la crise de 2008, où on aurait pu penser que les choses se sont effondrées et un peu réparties, cette même population de 2% de la planète possédait 45 trilliards de noms. Ça veut dire que 2% de la planète possède 92% des richesses. L'enjeu du digital, ça va être de partager cette valeur. Une des propositions qu'on a faites à l'Observatoire, c'est de voir comment le petit livreur à roller, à vélo, le chauffeur de VTC, etc., pourrait devenir actionnaire de ces plateformes. Ce qui fait que le jour où la plateforme vaut 60 ou 100 milliards, cet argent va être partagé, y compris par le tout petit, tout en bas, 8 € de l'heure, qui a contribué à faire la valeur de cette boîte. L'enjeu du siècle qui vient, des 20 années qui vont être devant nous, c'est que le digital ouvre un nouveau modèle de capitalisme qui partage la valeur. Et je vous rassure, il n'y a pas de trotskiste qui sommeille en moi, je suis tout à fait entrepreneur et libéral. Si on ne sait pas partager cette valeur, ça se traduira par une déception colossale dans la population et ça commence déjà à se traduire par tous les votes que vous voyez ressurgir un petit peu dans tous les pays du monde. Mais n'oubliez pas un truc très important avant que je finisse le dernier point. On n'arrête pas d'accuser les plateformes, les grands systèmes, les grandes boîtes américaines qui effectivement contrôlent le digital aujourd'hui. Mais vous savez qui sont les plus responsables? C'est vous et c'est moi, les consommateurs. Quand à un moment donné, on est sur un site internet, qu'on décide d'une livraison, et que parce qu'elle fait 2 € de moins d'un site à l'autre, on décide de faire celle qui fait 2 € de moins quand on a tout à fait les moyens de la payer, on a décidé de créer un travailleur pauvre. À chaque fois que vous prenez une décision d'achat, posez-vous 2 questions. Où est cette boîte avec laquelle je suis en train de faire une transaction? Où est-ce qu'elle crée de la valeur? Et combien elle paye les gens qui sont en train de m'apporter service? Vous êtes dans votre canapé, il est 23 h, un type à vélo arrive et vous livre un truc, vous avez décidé que 1 € c'était mieux que 3, c'est lui qui paiera l'addition. Donc le responsable, ce n'est pas toujours les autres, les responsables, c'est nous. Donc c'est à nous aussi, consommateurs, de faire le choix du modèle économique dont on a envie. Et si à ce moment-là, de faire le choix de société dont on a envie et donc le partage de la valeur dont on a envie. Il ne faut pas toujours l'attendre des autres, on peut l'attendre uniquement de nous-mêmes. Dernier élément, et j'ai fini, c'est l'élévation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, cette technologie ne doit pas être au service d'un asservissement de l'homme, mais de sa libération. Pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin. C'est le côté un petit peu anxiogène. Si vous connaissez un peu la façon dont sont faits les algorithmes, un algorithme, c'est là pour faire en sorte de vous faire croire que vous faites un choix délibéré et libre, alors qu'en fait, l'algorithme vous pousse à faire un choix que tout le monde fait de la même façon, de façon à avoir des outils très prédictifs et qu'on sache exactement ce que vous allez consommer. Et aujourd'hui, si vous y réfléchissez bien, en France, et là aussi c'est votre responsabilité, 95% des Français utilisent Google. Est-ce qu'un instant vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi vous utilisez Google alors qu'il existe des tonnes de moteurs de recherche aussi performants, dont un français, Quant, et qui n'utilise pas vos données personnelles? Est-ce que vous vous êtes posé la question à un moment donné de savoir si une société qui finit par contrôler toute la donnée mondiale, la stocker, aller dans la santé, aller dans l'éducation, aller dans les fonctions dites régaliennes pour un État et qui est toute seule sur Terre, n'est pas dangereuse? Je ne dis pas que Google est dangereux en tant que tel. Je dis que toute société seule dans un écosystème, dans toute l'histoire de l'humanité, ça a toujours fini en dictature. Or, le choix, c'est le vôtre. Vous faites Google, vous avez le choix et nous avons le choix que nous méritons. Donc c'est vraiment un choix d'élévation et d'autonomie. Plus nous allons faire naître d'économies concurrentes, plus nous allons porter des concurrents sur le marché à tous ces géants, et plus nous aurons effectivement un choix et éventuellement un accès au partage de la valeur qui sera créé. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais les Danois, il y a 15 jours, ont nommé un ambassadeur au GAFA. Ils ont nommé un ambassadeur auprès des GAFA. Ça veut dire que dans 30 ans, peut-être que les GAFA seront les seuls super-États qui resteront dans l'humanité parce qu'ils en auront les moyens, ils auront la data, la logistique, le commerce, le prédictif, la santé, et ils seront donc plus puissants que des États. Il faut vraiment réfléchir à cette notion-là, et vous l'avez où? Au bout de votre index. Donc, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que l'homme doit être effectivement l'objectif unique de cette révolution digitale. Ou l'homme sera l'objectif unique, ou cette révolution sera un échec. Ou elle sera sociale et humaine, ou elle sera un échec. Et c'est véritablement, et c'est ça qui est réconfortant,
c'est juste à vous et à moi d'en décider. C'est nous qui faisons les choix, c'est nous qui consommons, c'est nous qui décidons des acteurs que nous avons envie de faire naître, et c'est ça qui est extraordinaire dans cette révolution. Donc, il faut juste se lever, il faut juste décider et faire en sorte effectivement que cette économie nous appartienne, que ce soit l'économie des citoyens, une économie choisie et pas une économie subie. Et donc, comme je vous le disais en introduction, la différence entre une économie subie et une économie décidée, c'est votre index qui l'a fait. Mettez tout votre cerveau dans votre index et ça sera une révolution réussie. Merci de votre attention. Merci Denis. On vous laisse venir nous retrouver.